Bonjour à toutes et à tous. Je vous offre aujourd'hui un épisode très spécial, puisqu'il s'agit d'un crossover avec mon confrère podcasteur Loïc Blanchard. Loïc anime le désormais très célèbre podcast Les Frappés, consacré au dépassement de soi. Loïc est un ancien sportif de haut niveau, champion de judo, qui après une carrière chez Apple, devient préparateur mental, coach et entrepreneur, avant de se lancer dans la folle aventure du podcast. Ses invités sont majoritairement des athlètes ou des explorateurs, mais également des militaires ou des entrepreneurs. Consacré à l'aventure humaine sous toutes ses formes, le podcast Les Frappés donne la pêche. Surtout que Loïc a cette énergie vitale très, très contagieuse. Et sans surprise, le succès est au rendez-vous puisque Les Frappés comptent des dizaines de milliers d'écoutes à chaque épisode et attirent des personnalités hors normes. Alors pourquoi un crossover? Nous nous sommes tout simplement aperçus que nous avions eu, de manière totalement involontaire, beaucoup d'invités en commun, que nous partagions de nombreuses valeurs, mais pour autant que notre approche n'était pas tout à fait la même. Animés par la même curiosité, nous nous sommes donc challengés à faire un épisode ensemble pour confronter nos visions, nos expériences, et faire connaître à nos audiences respectives d'autres univers, d'autres manières de penser et de vivre le dépassement de soi. Même si notre échange a été d'une déconcertante facilité et que l'on s'est bien marré, nous en avons retiré de belles leçons. En ce qui me concerne, j'ai été frappé, sans mauvais jeu de mots, par le constat que savoir laisser vivre sa curiosité, avoir le réflexe de porter son regard sur les autres, faire l'effort d'écouter leur vécu et leurs ressentis sont autant d'ingrédients pour s'épanouir, prendre du plaisir et surtout construire les relations humaines qui sont si indispensables à notre bien-être. Eh ben écoute Nico, ravi qu'on puisse se faire ce crossover. D'ailleurs, est-ce que c'est, j'ai noté le terme de crossover, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on appelle un crossover? J'en sais rien. Alors, Mais figure-toi que, encore une fois, déformation professionnelle, avant d'utiliser un mot, je vérifie toujours sa définition. Et oui, on est bien dans l'hypothèse d'un crossover. fabuleux, Voilà. fabuleux. C'est l'avantage d'avoir un collègue podcasteur qui est également avocat. Au moins, on sait qu'on est systématiquement dans la précision. Oui, Pas ou de pas. place pour le doute. Pas toujours faire confiance aux avocats. En tout cas, super content qu'on puisse se faire ce petit crossover entre les frappés et Fortitude. On a plein de similitudes dans notre histoire de podcast, dans les invités qu'on reçoit d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait que tu me dises comment tu fais pour systématiquement me piquer mes invités. On a vraiment plein de points communs sur les motivations qui nous ont amenés à démarrer cette folle aventure du podcast. Donc, ça va être génial de pouvoir échanger là-dessus. Ouais. Ce que je te propose, c'est peut-être pour en guise de kick-off, c'est qu'on se fasse une sorte de mini bio respective, que tu nous expliques ce qu'est Fortitude déjà pour commencer. Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci pour l'invitation, pour effectivement avoir accepté faire ce crossover que je trouvais assez sympa parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une consanguinité entre les frappés et Fortitude qui était inquiétante, surtout qu'elle n'était pas du tout, elle est totalement involontaire, hein, parce que j'explique quand même à ceux qui nous écoutent qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, on n'a aucun lien ami ou quoi que ce soit en commun, et que en fait on faisait nos petits bonhommes de chemin parallèlement, et puis un jour on s'est rendu compte que quand même, effectivement, il y en a un des deux qui piquait les invités de l'autre. Et puis on s'est rapprochés par l'intermédiaire d'invités, et effectivement on a découvert qu'on avait beaucoup de choses en commun, et c'était chouette, et donc du coup très sympa cette idée de crossover. Donc qu'est-ce que Fortitude? Alors Fortitude, c'est un podcast que j'ai lancé au début de l'année 2021, dont je peux résumer la thématique, qui est de donner la parole à des personnes au profil extrêmement varié, qui ont un point commun, c'est qu'elles ont surmonté, qu'elles surmontent encore une adversité, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit subie. Voilà le résumé. Donc, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale dans Fortitude, c'est-à-dire que c'est pas un podcast consacré au sport, c'est pas un podcast consacré à l'armée ou aux forces spéciales, même si parfois on peut avoir l'impression que c'est le cas compte tenu de la nature de pas mal de mes invités. Il y a pas de choix prédéterminé de profil, au contraire. Et d'ailleurs, même à l'origine, avant même de lancer Fortitude, j'avais une hésitation sur le nom du podcast, et j'ai beaucoup hésité avec nuance au pluriel. L'idée étant de faire la démonstration avec les parcours de mes invités que c'est assez compliqué finalement de mettre les gens dans des cases, parce que tout est en nuances. Et donc, je ne me fixe aucune limite sur le profil des invités. En revanche, c'est vrai que leur point commun,
c'est qu'ils font face à l'adversité. Et ça peut être soit une adversité subie, comme une maladie par exemple, ou une adversité choisie par une carrière, par des exploits sportifs ou autres. Voilà. Donc en fait, c'est la ligne éditoriale, s'il y en avait une, ça serait quoi? Ça serait le mindset finalement? C'est le point commun, c'est ça? C'est des gens qui ont une approche voilà, qui se ressemble, que ce soit dans la manière dont ils réagissent face à un imprévu ou dans les choix qu'ils font? Alors, je dirais pas tout à fait ça parce que si je devais choisir mes invités par une approche qu'ils auraient en commun, c'est que déjà, avant même de faire l'épisode, je saurais quelle est leur approche. Or, Mmh. c'est rarement le cas. Très OK. souvent, je découvre le rapport qu'ont mes invités par rapport à l'adversité, par rapport à leur challenge, au cours de la conversation. Et d'ailleurs, je le souhaite le plus souvent possible parce que ça permet de donner une authenticité et une spontanéité à l'échange qui, je sais, est très appréciée des auditeurs et puis surtout que moi, je kiffe personnellement. Non, je dirais plutôt que moi, parallèlement à ce que je fais, je suis passionné de philosophie antique notamment. Et il y a une démarche derrière l'animation du podcast qui essayait d'identifier, de construire, non pas une vérité absolue, mais peut-être une proposition de doctrine sur qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous, euh, on peut être capable, ou parfois on ne l'est pas, ou on ne l'est plus, ou on l'est moins, de faire face à l'adversité. Quels sont les ressorts? Est-ce que c'est Mmh. psychologique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est l'entourage, etc. Donc, il y a un peu une quête quand même dans l'animation du podcast par la succession des invités. Et c'est vraiment ça qui crée la ligne éditoriale. C'est une quête d'essayer de comprendre ce qui fait que chacun d'entre nous, on est capable de se lever le matin pour faire face à voilà, à l'adversité qu'on subit ou qu'on a choisi. Et pourquoi le podcast comme médium, tu vois, pour partager ses parcours? Pourquoi le podcast plutôt qu'un blog ou je sais pas, ou un autre livre puisque tu en as déjà écrit? Alors, c'est une bonne question. Je pourrais y répondre de deux manières. La première, c'est que je suis historiquement assez passionné par les podcasts et j'écoute notamment euh, depuis très longtemps des podcasts américains, parmi lesquels Joe Rogan notamment, que beaucoup d'auditeurs connaissent, puisque si ce n'est le plus gros, un des plus gros podcasteurs au monde. Et donc, j'ai toujours pris cette habitude d'écouter des podcasts et j'ai adoré le format, notamment parce qu'il offre une liberté dans la conversation qui est inégalée Mmh. aujourd'hui. Je vais même jusqu'à considérer, et là c'est mon côté un peu, je m'emballe, je vais même jusqu'à considérer que c'est une révolution qui ne dit pas son nom, le podcast. Un peu comme Gutenberg avec l'imprimerie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu veux accéder à du contenu, on te donne du contenu qui est quand même très encadré par le temps, justement, par la ligne éditoriale, on vient de l'évoquer, par tout un certain nombre de contraintes ou de critères. Le podcast, il offre une liberté qui n'existe pas ailleurs. Déjà une liberté d'accès, c'est-à-dire qu'un touriste comme moi, qui un matin se réveille et qui décide de se lancer dans un podcast, peut le faire. Il n'y a pas un éditeur qui va lui dire « Ah ben non, votre projet de podcast, il est nul, on ne va pas le faire ». Comme on peut avoir l'expérience quand on veut faire un livre, justement, pour reprendre ton exemple. Donc, il y a une liberté d'accès qui est dingue. Il y a une liberté de contenu, puisque tu n'es pas voilà, limité par le temps, tu n'es pas limité par la publicité, en tout cas quand tu commences. Donc, voilà, il y a vraiment cet aspect terre vierge qui rend le podcast, je trouve, extrêmement intéressant et qui permet à tout à chacun de se lancer. Et Mmh. ensuite, moi, j'ai bien évidemment un rapport à l'oralité qui est très, très prononcé, qui est très fort, de par ma culture. Je suis méditerranéen, donc voilà, forcément, l'oralité, c'est quelque chose qui est très présent. De par mon métier, puisque je suis avocat plaidant, donc j'aime m'exprimer, j'aime prendre la parole. Et puis aussi, par rapport à l'aspect philosophique, puisqu'il faut quand même se souvenir que les philosophes dans l'Antiquité, qu'on appelait d'ailleurs les péripatéticiens, hein, puisque Mmh. c'était ils faisaient l'action de marcher en permanence pendant qu'ils parlaient. Heu, quand ils échangeaient sur leurs idées, quand ils réfléchissaient, ils le faisaient à l'oral. Et donc tout ça mis bout à bout, désolé pour cette réponse de 25 minutes, heu, mais tout ça mis bout à bout m'a fait choisir, le médium du podcast. Excellent.
J'aime beaucoup cette image de terre vierge finalement où bah, globalement il n'y a pas encore. Je ne sais pas si c'est en structuration et que ça va arriver, tu vois, ces codes, les algorithmes. Peut-être que demain il y aura un peu à la YouTube, tu vois, des algorithmes qui te feront, qui te pousseront sur un format en particulier. C'est vrai que pour le moment c'est super agréable. Voilà, même s'il y a des conseils, on te dit il ne faut pas dépasser les épisodes de 20 minutes, faut machin, machin. Mais globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait un peu ce qu'on veut avec le podcast. Et le fait que ce soit finalement qu'il y ait rien, enfin que ce soit à l'oral, ça laisse la possibilité d'ouvrir des portes à droite, à gauche, de manière complètement spontanée. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la magie de ces échanges. Oui, puis c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, ce qui est formidable, moi, c'est comme ça que je le vivais. Faut que je le vis encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, parce que j'écoute encore beaucoup de podcasts, dont un podcast que je recommande vivement, Les Frappés. Il faut absolument que tu le découvres. Mais euh, c'est ce côté, tu as l'impression d'être à table avec les invités, quoi. Ou Ouais. dans un salon, à côté de la cheminée. Tu as l'impression de participer à une discussion. Et puis quand on choisit bien les podcasts, c'est des discussions qui sont justement libres, assez parfois intimistes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, aussi bien toi que moi. Et ça, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Il y a une forme de Hmm, magie dans cette proximité qu'on arrive à créer avec des gens qui sont soit à l'autre bout du monde, soit qu'on n'a aucune chance de rencontrer par ailleurs. c'est vrai. Mais alors du coup, pardon, Loïc, je vais pas te faire rendre la vie aussi facile quand même, puisque c'est un crossover. Donc l'exercice est réciproque, bien évidemment, puisque les auditeurs de Fortitude, certains vont te découvrir et inversement. Donc je te renvoie à cette très bonne question que tu viens de me poser. Pourquoi le podcast? Alors, pardon, je recommence. Les frappés, c'est quoi? Les frappés. En fait, en synthèse, donc les frappés, la punchline que j'ai trouvée, enfin récemment, que j'ai ajusté récemment, c'est que c'est le podcast de celles et ceux qui se dépassent, quels que soient leurs univers. Donc, il y a peut-être moins la notion de comment est-ce que tu fais face à l'adversité que ce que tu as expliqué par rapport à Fortitude. Mais moi, pour le coup, je dirais que c'est plutôt un mindset, ou en tout cas euh, la capacité de mes invités à faire des choix qui m'intéressent. Donc, j'ai des gens. Qu'est-ce que ça veut dire se dépasser dans n'importe quel univers? J'ai des gens qui sont évidemment dans le sport. Là, c'est quelque chose d'assez facile à imaginer. On se dépasse à travers le sport, donc des sportifs de niveau amateur jusqu'à champion olympique. Mais j'ai aussi des aventuriers professionnels comme Mike Horn que j'ai reçu pour l'épisode 100, des femmes entrepreneuses, des femmes qui traversent l'Afrique à vélo en solitaire, des militaires, des forces spéciales. Donc c'est assez varié, mais globalement c'est des gens que moi je trouve super inspirants par rapport au parcours qui se sont forgés. Et ce qui m'intéresse, c'est du coup de comprendre. Moi, je considère qu'on a tous en nous un potentiel exceptionnel. On a tous en nous un petit frappé, tu vois, qui attend qu'à être réveillé. Et ce que j'essaie de comprendre avec mes invités, c'est eux, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer à l'action, en gros, pour oser faire ce premier pas qui est le plus difficile vers leurs objectifs, même quand ceux-ci paraissaient complètement fous aux yeux des autres. Et puis quel a été leur chemin. Tu vois, une fois qu'il y a eu le premier pas, c'est bien beau de se dire, voilà, je vais m'aligner, je vais faire partie de la sélection pour, je sais pas, les JO Paris 2024. Bon, une fois que tu t'es dit ça, c'est quoi les 5-10 ans de parcours que tu as mis en place pour y arriver. Donc voilà, en gros, les frappés, ça a démarré comme un petit side project en parallèle d'un job qui était assez prenant, où j'avais un peu du mal à trouver de l'énergie. Et je me suis dit qu'en fait, le podcast, si tu veux voir, la démarche était assez égoïste en fait. Le podcast, ce serait une super excuse en fait, pour moi, pour contacter ces gens-là. Parce que je suis assez curieux, donc quand je vois des histoires, des comptes rendus d'expédition, ou un livre d'un aventurier, ou une vidéo YouTube d'une entrepreneuse, je me dis punaise, ça serait incroyable quand même de pouvoir échanger directement one-to-one avec cette personne. Et puis en fait, je n'osais pas les contacter puisqu'il n'y avait vraiment aucune raison en fait. Tu vois, qu'est-ce qui ferait qu'ils me répondraient à moi? Et le podcast, c'était finalement l'excuse parfaite. Donc voilà comment les frapper a commencé. C'est marrant que tu aies utilisé le terme égoïste. Il y a forcément, quand on choisit le mot égoïste, on ressent une part un petit peu de culpabilité, ou en tout cas une démarche qui n'est pas totalement assumée. Mais moi, je tiens à me solidariser totalement de toi et de ta démarche. Bien sûr que c'est une démarche qui est
alors je ne sais pas si c'est forcément égoïste, mais qui est une démarche très individuelle, qui est très personnelle. On va avant tout rechercher quelque chose pour soi quand on anime un podcast, quand on lance un podcast. Et surtout, lorsqu'on lance un podcast comme toi et moi. C'est-à-dire qu'au départ, le prends pas mal, hein, mais nous sommes personne. Ouais, Nous ne non, sommes pas clairement. journalistes, nous ne sommes pas comédiens, on n'est pas dans le paysage. Personne ne nous connaît, on existe aux yeux de personne, du public, du grand public. Donc forcément, quand tu te lances, c'est une démarche qui est totalement individuelle et on va rechercher quelque chose pour soi. Et pourquoi je le souligne? C'est pas simplement pour te soulager de ton égoïsme, c'est aussi parce que par rapport à ceux qui nous écoutent, si jamais il y en a qui se posent la question, qui hésitent, qui ont l'envie mais qui n'osent pas, il faut le faire pour soi, avant toute chose. Parce que Mmh. effectivement, on peut avoir, heu, et je suis quasiment sûr que c'est le cas, un retour sur investissement à titre totalement personnel dans un premier temps, par rapport à ce qu'on vit et tu viens de l'expliquer. Passer 2 heures avec quelqu'un qu'on a choisi, qui nous intéresse pour, une raison ou pour une autre, c'est extrêmement précieux et surtout aujourd'hui, où on a tous des vies à 200 à l'heure, on est happé par énormément de choses et il est vrai que le concept de la conversation, où tu te poses avec quelqu'un sans interruption, puisque par définition, quand tu enregistres, tu peux pas avoir ton téléphone, tu peux pas regarder tes mails, tu peux rien faire de tout ça et d'être dédié à la personne avec qui tu échanges sur tel ou tel sujet, en fait, c'est un luxe que l'on s'offre. Et très souvent, moi, on me pose la question, j'imagine que toi, c'est pareil. Au fait, Nico, tu gagnes ta vie avec le podcast, c'est cool, et cetera. Je dis: «Ah, non, je gagne pas ma vie, c'est pas demain que je vais la gagner, ça me coûte de l'argent, et pour l'instant et je pense que ça va m'en coûter pendant un moment, mais c'est pas le sujet. En fait, ma rémunération, ma rétribution, mon retour sur investissement, c'est les gens que je rencontre, c'est Mmh. les conversations que j'ai avec eux et comment ça me fait évoluer et ça, c'est très important que ceux qui nous écoutent, ils l'aient à l'esprit et s'ils veulent se lancer, qu'ils se lancent. Et surtout ça n'a pas de prix. Ce que tu expliques, ces rencontres, cette émulation en fait, qui naît, tu vois, de tous ces épisodes, qu'on fait. Moi, j'ai un rythme un peu plus soutenu que le tien. Du coup, c'est Ah, honnêtement, quand beaucoup avant que je plus soutenu. plus soutenu. Mais avant, tu vois, que typiquement professionnellement, avant que je décide de démissionner, enfin, disons plutôt que c'est à force d'échanger avec des invités complètement incroyables toutes les semaines que j'ai fini par me dire: «Mais c'est pas possible là, je rencontre des gens qui osent se lancer, qui osent, tu vois, initier des ruptures dans leur vie, notamment professionnelle. Et moi, je suis là dans une situation qui me convient plus à un instant T et je fais rien. Donc, c'est pas possible. Je vais agir. Et ça, en fait, je l'aurais pas fait sans toutes ces rencontres. Et c'est qu'un exemple, tu vois, de ce que tu évoques, de l'enrichissement en fait personnel. Et je te rejoins pas du tout pécunier pour le moment, mais cet enrichissement personnel, en fait, il est priceless. Tu peux pas le monétiser, ça. Mais alors du coup, peut-être que pour, ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, c'est important de dire en quelques mots quel est ton parcours, Ouais. et revenir un petit peu sur ta biographie pour que, voilà, on comprenne un peu le cheminement et puis surtout, moi, là où j'aimerais t'entendre, c'est on l'a on a survolé l'idée et je pense on n'y a pas répondu, en tout cas moi, c'est sûr que non et toi, je suis à peu près sûr que non, non plus. Pourquoi? Hmm. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'un matin tu t'es levé et tu t'es dit: «Je veux faire ça, je veux lancer les frappés, voilà ce dont je veux parler et voilà, voilà». C'est quoi le pourquoi derrière ta démarche? Mais avant ça, dis-nous en quelques mots, ton parcours. Ouais. Alors mon parcours, bon, un peu assez classique. J'ai fait des études supérieures, une école de commerce, après 2 ans de classe prépa. Avant ça, par contre, j'avais été déjà sportif de haut niveau en judo. Donc, je suis ceinture noire de judo et j'en ai fait ouais, sélection équipe de France, etc. Assez jeune. Euh, et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Alors, je précise le judo, la Nouvelle-Calédonie, même si j'étais jeune, parce que forcément, ça m'a forgé et ça a eu un impact après derrière sur certains de mes choix, travailler à l'étranger et par exemple, je pense lancer les frappés. Professionnellement, j'ai fait une carrière assez classique. J'ai commencé dans le conseil. Ensuite, j'ai rejoint Apple, où j'ai passé 8 ans. J'étais sur des postes de management, plutôt direction commerciale, en France et après en Suisse. Et une fois que j'ai eu arrêté le judo,
J'ai eu pas mal, j'ai mis pas mal de temps avant de me retrouver, on va dire, sportivement. Et là où je me suis retrouvé sportivement, ça a été des treks assez longs, assez engagés, type le GR20 ou la Kungsleden en Suède. Euh, et en fait, cette pratique m'a amené à faire des rencontres de gens parfaitement inconnus du grand public, là pour le coup, mais des alpinistes ou des aventuriers. Et à force de croiser des gens comme ça qui avaient des histoires complètement fabuleuses à raconter, que je trouvais super intéressantes, mais qui pour le coup n'étaient pas du tout connus, bah, je me suis dit, en fait, c'est comme ça que le projet est né, si tu veux. Je me suis dit, mais en fait, là, il y a des gens complètement dingues à faire connaître. Et j'arrivais pas à trouver, je commençais à écouter un peu des podcasts américains moi aussi, et j'arrivais pas à trouver l'équivalent de ce que j'écoutais aux États-Unis, c'est-à-dire un podcast avec des invités qui viennent d'horizons assez variés. J'arrivais pas à trouver l'équivalent en France. En France, c'était, en tout cas à l'époque, c'était un podcast, tu fais un podcast de sport et dans le sport, tu parles de vélo, rien d'autre. Ou tu fais un podcast dans le sport et en fait, dans le sport, tu parles que des athlètes d'équipe de France et pas des amateurs. Et du coup, bah, c'est là que je me suis dit que j'allais créer les frappés. Ça, c'était la première motivation. La deuxième, c'est ce que je te disais un peu plus tôt. À cette période-là, donc on est en 2020, professionnellement, j'étais arrivé un peu au bout d'un chemin. J'avais un job qui était assez prenant, grosse équipe, 80 personnes, et j'avais du mal à trouver de l'énergie au quotidien. Et en fait, c'était presque un besoin, alors je force le trait là, mais presque un besoin vital de me mettre au contact de gens qui me donnent de l'énergie. Et du coup, là, encore une fois, bah, on revient à cette idée d'excuse du podcast c'était en fait l'alibi parfait pour rencontrer ces gens-là. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens d'expliquer, c'est cette espèce de flamme, cette espèce d'énergie vitale qui un jour pointe son nez, tu sais pas d'où ça vient, pourquoi à ce moment-là, ou finalement, est-ce qu'on pourrait pas parler un petit peu de quête de sens aussi, c'est-à-dire de dépasser ce qui nous anime classiquement, quotidiennement, à savoir le boulot pour gagner de l'argent, pour se nourrir, pour se loger, pour faire ci, pour faire ça, les relations plus classiques, la famille ou les amis et autres, et peut-être de dépasser un peu ce quotidien. Non pas que ce quotidien soit... Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, mais il y a quand même j'ai l'impression, cette espèce de force un petit peu intérieure que Mm. tu maîtrises pas, que tu dis, j'ai besoin d'aller un peu au-delà, quoi. J'ai besoin d'aller chercher autre chose, ou peut-être aussi de donner autre chose. Parce que euh, je sais pas à quelle vitesse est-ce que tu as eu, toi, cette émotion, cette sensation de te dire, OK, avec mon podcast, je donne. C'est un bon point. Euh, je, En fait, je pense que de manière... je pense que je me suis un peu trompé sur ce point dès le début, mais pour moi, j'associais vraiment à cette notion, tu vois, de je donne, j'ai entre guillemets un impact. J'ai associé en fait un nombre d'écoutes, alors qu'en fait, voilà, c'est pas forcément la bonne démarche, je pense, parce que si déjà, tu vois, tu crées du contenu et que c'est utile ou intéressant, ne serait-ce que pour une personne, bon bah très bien, c'est génial en fait. Si tout le monde pouvait faire ça tous les jours, tu vois, offrir quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un d'autre. Je parle pas de valeur financière, ce serait, on vivrait dans un monde fabuleux. Mais voilà, donc j'ai associé, je pense, une notion de volume. Et c'est que récemment où j'ai commencé à me dire, ah tiens, peut-être que les frappés, voilà, peut-être que là, on commence à avoir un peu d'impact parce on a passé X dizaines de milliers d'écoutes par mois. Mais voilà, là, je pense que c'est plus une déformation, moi, tu vois, de ancien sportif de niveau, recherche de la performance, donc du volume, etc. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu as dit avec cette notion de flamme, de passion. Et c'est clair, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, ce que je trouve fabuleux, en fait, dans ces échanges, c'est quand tu discutes avec quelqu'un qui a la flamme en lui, qui a cette passion et qui est capable de l'exprimer, c'est incroyable. Et j'ai eu des échanges, pas enregistrés, mais j'ai eu des échanges avec des gens qui étaient des experts dans leur sujet, mais qui n'avaient pas nécessairement la passion ou la flamme, tu vois.
Et en fait, ça change tout. C'est incroyable en termes d'émotion, ce que tu peux ressentir en tant qu'hôte. Et du coup, j'imagine, en tant qu'auditeur, auditrice, c'est pareil. Quand tu as quelqu'un face à toi qui a cette flamme, finalement, quel que soit le sujet, le message est fascinant. Et moi, je me suis retrouvé et après, promis, j'arrête de parler et tu vas pouvoir répondre à ma question que j'ai déjà posée il y a 5 minutes sur ce que tu en penses. Mais tu vois, je me suis déjà retrouvé à interviewer un chef de resto gastronomique ou une naturopathe qui me disait finalement à peu près la même chose, ou en tout cas qui exprimait des émotions, des convictions qui étaient assez similaires à celles d'un ancien opérateur des forces spéciales que tu connais, Cyril Chaboun en l'occurrence, c'est lui que j'ai en tête, qui a perdu ses deux jambes après l'explosion d'un drone piégé quelque part au Moyen-Orient. Donc, et ça, je trouve ça fascinant finalement, tu vois, de te rendre compte que euh, la passion t'amène quelle que soit ta passion, quel que soit l'univers dans lequel elle s'exprime, finalement, ça t'amène ou ça illustre, je sais pas, des convictions qui se ressemblent, même si tu viens d'un univers complètement différent du gars des forces spéciales. Alors, il y a effectivement beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ce que tu viens de partager. D'abord, quand tu répondais à ma question par rapport au quand est-ce que tu as eu la sensation et l'émotion de Hmm. donner, et tu as de manière très honnête et transparente voilà, partagé cette idée de volume au départ et autres. C'est un point qui est extrêmement important, à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce qui va dissuader Complètement, ouais. les gens de faire quoi que ce soit. C'est la perspective de l'idée que l'on se fait du succès potentiel de l'entreprise dans laquelle on veut se lancer. Et en ce qui me concerne, par rapport à mes expériences personnelles, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que si on réfléchit avec cette idée de résultat euh, en termes de volume, de portée, on se prive potentiellement de 70 ou 80% de l'énergie vitale dont on va Hmm. avoir besoin pour effectivement faire le premier pas et les pas qui suivent. Et si je prends l'exemple, sans vouloir me faire de l'autopromotion bien évidemment, mais bien évidemment un petit peu quand même, j'ai effectivement publié 2 livres, et surtout le premier, qui était vraiment une démarche totalement pas anticipée et autres, parce que voilà, je suis passionné d'antiquité, je lis beaucoup, et puis au gré de mes lectures, j'ai rencontré pas mal de mots, d'expressions qu'on utilise encore aujourd'hui dans la langue française. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça vient de là, l'épée de Damoclès, ah tiens, ça vient de là, toucher le pactole. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un a écrit un livre pour réunir tous ces mots et ces expressions et expliquer l'origine? Ça n'existait pas, et je me suis lancé là-dedans, mais non pas dans l'entreprise d'écrire un livre pour qu'il soit publié. Je l'ai d'abord fait pour moi. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ce boulot qui m'a pris un certain nombre d'années, pour plein de raisons, euh, je me suis dit, bon, bah, maintenant que c'est fait, je vais l'envoyer aux éditeurs, puis on verra bien ce que ça donne. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que le deuxième livre, c'est un peu la même chose. Je l'ai écrit pour mes enfants dans un premier temps. C'était quelque chose, un travail que je faisais pour mes enfants, une transmission, un héritage que je voulais leur laisser par rapport à ce que j'avais retenu de mes lectures et de mes découvertes en matière de philosophie. C'est très important d'avoir une impulsion qui soit une impulsion, justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au podcast, qui soit personnelle. On recherche quelque chose de personnel dans sa construction personnelle, ou alors pour donner à son entourage proche. Et ensuite, en fonction que l'entreprise évolue, elle peut se transformer et éventuellement toucher le plus grand nombre. Et donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, je trouve, pour éviter les obstacles psychologiques qui seront, attends, aujourd'hui, si tu veux lancer un podcast, vu l'offre qu'il y a, comment tu veux percer? Hmm. Tu as toutes les raisons de ne pas te lancer. C'est clair. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que bon, moi, je ne l'ai pas du tout fait pour atteindre des audiences, pour en faire ma vie, etc. C'est un hobby, c'est quelque chose que je fais à côté. Et heureusement, parce que sinon je serais déprimé, parce que c'est quand même très difficile de percer. Mais il suffit que je reçoive un message en réponse à une newsletter ou sur Instagram ou sur LinkedIn ou quoi que ce soit, et j'en ai reçu un, de quelqu'un qui me dise merci,
cet épisode m'a mis un coup de pied aux fesses ou cet épisode m'a, etc. Une personne. Et ça y est, le résultat, il est atteint. Mmh. L'objectif, il est atteint. Et c'est un aspect, pardon, parce que du coup, c'est le problème quand tu reçois Fortitude, c'est que tu es toujours un peu obligé de parler de philo. Mais je suis très convaincu d'une chose, c'est que surtout en ce moment, dans la période dans laquelle on vit, on parle beaucoup de l'état du monde, il faut changer le monde, etc. On change le monde quand déjà on met sa propre maison en ordre. On change le monde par ses petites actions personnelles et individuelles. Et donc, vraiment, il faut se dire que à chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui animent des podcasts, ceux qui veulent écrire des livres, ceux qui veulent lancer des blogs, j'en sais rien. Si vous touchez une personne, vous contribuez à changer le monde. Et alors, ça peut paraître présomptueux de dire ça, de présenter les choses comme ça, mais quand on parle de sens, de quête de sens, et on l'a tous, cette quête de sens, et on devrait tous l'avoir, même si on n'en a pas conscience, et bien quand on touche une personne, le fait de te dire, est-ce que j'ai fait 200 000 écoutes, 500 000 écoutes, 10 000 écoutes ou 200 écoutes, bah, ça devient un peu secondaire. Ouais. Très bon point. Tu vois, on aurait dû échanger en fait au moment où, en tout cas, moi j'ai lancé le podcast, ça m'aurait enlevé certaines barrières. Je pense que j'aurais encore plus apprécié l'expérience. Oui, et puis surtout, enfin, je veux dire, c'est raisonner comme ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où l'offre de contenu est telle et tout tend vers la captation de l'attention de Hmm. chaque individu, c'est très compliqué. Et donc, c'est très compliqué de lutter, c'est très compliqué de percer, surtout qu'en plus, on est quand même sur des thématiques, toi comme moi, qui sont des thématiques, je veux pas dire sérieuses, mais qui sont des thématiques profondes. Hmm. Tu vois, on parle pas de choses triviales. On parle de dépassement de soi, on parle d'épreuves, on parle d'échecs, on parle de réussite, on parle de changement de vie. Bon, bah, c'est sûr que c'est plus difficile, entre guillemets, à vendre que si tu veux parler, je sais pas, de violence, de sexe. T'as qu'à voir le succès sur les comptes Instagram. Bon, bah, c'est sûr que c'est plus facile de faire 100 000 abonnés si tu es une jolie fille qui te montre en string sur la plage que quand tu veux parler de force morale, de philosophie antique. Non, mais tu vois, donc c'est vrai que si on raisonne comme ça, potentiellement, on est bloqué, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est ma Complètement. conviction. Complètement. D'un sujet, enfin d'un échange assez high level à quelque chose de beaucoup plus concret, comment est-ce que tu t'organises toi pour l'animation de ton podcast? C'est-à-dire comment tu choisis tes invités, à quelle fréquence est-ce que tu le fais, comment tu t'occupes, est-ce que tu travailles seul encore ou est-ce que tu as des gens qui t'aident pour le montage, la musique, etc. Alors, aujourd'hui, je travaille toujours seul. Euh, au niveau du choix des invités, alors bien évidemment, au début, quand tu commences, bah, tu reçois les invités que tu peux recevoir. donc, donc des gens que tu connais. Hein. Donc des potes, voilà, des gens de l'entourage, etc. Et puis c'est comme ça que tu commences. Et ensuite, moi j'ai un peu la même démarche que dans mon activité professionnelle où j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'aller chercher les clients. Hmm. Aujourd'hui, les clients, ce sont soit des clients historiques que je connais depuis longtemps, soit des gens auprès desquels je suis recommandé. Et aujourd'hui, au niveau des invités, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai soit des proches ou des anciens invités qui me proposent des personnes à interviewer, soit, et là c'est plus un phénomène un peu plus récent, que je me plais à croire que c'est lié au succès de Fortitude, en tout cas par rapport au contenu que j'offre, des gens qui viennent spontanément vers moi parce qu'ils souhaiteraient intervenir sur Fortitude. Donc, ça, c'est vraiment les deux principaux flux. Et ensuite, le troisième flux, c'est que bah, dans ma vie quotidienne, quand je lis la presse, quand j'écoute des podcasts, quand j'essaie de... bah, surtout, j'écoute le tien et du coup, j'essaie de te piquer tes invités. Mais ça me donne des idées. Et ensuite, et c'est ça qui est absolument formidable, et on en avait déjà parlé tous les deux une fois précédente, c'est que les réseaux sociaux offrent cet accès absolument hallucinant à des gens qu'on ne connaît absolument pas,
on n'a pas d'amis en commun, de relations en commun, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton ordi, tu envoies un message sur LinkedIn ou sur Instagram et potentiellement, tu peux toucher des gens dont le profil t'intéresse et bah, voilà, s'ils sont séduits par le concept, etc., ils acceptent ton invitation. Ça, c'est pareil, c'est un peu plus récent parce que je pense que c'est une démarche que tu peux t'autoriser à faire que quand bah, le podcast a une certaine ancienneté, une certaine crédibilité, notamment par rapport aux invités passés. Mais ça, maintenant, aujourd'hui, je ne m'interdis pas. Alors, j'ai pas toujours du succès, hein. Il y en a qui me répondent pas, ou alors il y en a qui me répondent en me disant qu'ils n'ont pas le temps. Euh, mais tu vois, l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Ephraim Matos, qui est donc cet ancien Navy Seals que j'ai reçu à l'épisode 30, qui est un Américain hein, par définition, et dont en fait je l'ai entendu sur un podcast en rentrant de vacances cet été, et je lui ai écrit sur Instagram. Et tout nous sépare. Et par cette simple lettre que je lui ai écrite, il m'a répondu. Il a des dizaines de milliers de followers, il est extrêmement sollicité par les médias. Et va savoir pourquoi il a accepté de me répondre à moi et surtout d'aller participer à un podcast d'un Frenchie qui se trouve à 4000 km. Et voilà, et ça, c'est quand même. On parle beaucoup des réseaux sociaux souvent de manière négative. Il faut quand même Ouais. rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, c'est quand même un outil qui rend le monde très, très petit. Donc voilà, désolé pour cette réponse un peu longue, mais voilà aujourd'hui comment je vais chercher mes invités. Et ensuite, techniquement, je fais tout seul. Donc voilà, l'enregistrement, le montage aussi, parce que je considère que vu les sujets que je traite, vu la conversation que j'ai avec mes invités, le lien que je crée avec eux, je ne peux pas déléguer à quelqu'un qui, par définition, n'a pas participé à la conversation, la responsabilité de dire bah, ce passage-là, je le retire ou je ne le retire pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Et ensuite, en termes de post-prod, etc., bah, je pense que tu le sais bien, aujourd'hui, il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle, de logiciels et autres qui nous permettent de retraiter le son. C'est vrai que c'est pas la même chose que quand tu lançais une émission de radio il y a 25 ans. Tu n'es pas obligé d'avoir l'ingé son, tu n'es pas obligé d'avoir un studio absolument parfait. Alors bien sûr qu'à terme, j'aimerais bien l'avoir tout ça parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais aujourd'hui, moi je travaille comme ça de manière totalement artisanale. Petite parenthèse, j'en profite du coup, puisque tu es un expert sur le sujet. Rendre à César ce qui est à César, ça vient d'où? Alors, tu viens de me poser une colle. Merci beaucoup pour me mettre comme ça, de me faire passer pour un idiot auprès du plus grand nombre. Écoute, je ne sais pas. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une expression qui... non, j'allais dire, ce qui est sûr, c'est que c'est pas antique comme expression. Et que c'est D'accord. plutôt une expression contemporaine. Mais quand je dis ça, en fait, je suis même pas totalement sûr, donc je dois admettre mon ignorance. Merci Loïc pour ce piège. Je vais pas te rater d'ici la fin de notre entretien. Aïe, bon. Ok, bah écoute, en tout cas, j'irai regarder. Je suis déjà allé regarder pendant que tu parlais de toucher le pactole. Super intéressant. J'ai lu ton deuxième livre, mais pas le premier. Et là, tu sais quoi, il y a eu suffisamment de teasing pour que j'aille. On peut le trouver d'ailleurs en ligne. Oui, il est sorti chez Larousse et il est toujours disponible sur Amazon. Et le titre, c'est? Alors, c'est le petit dictionnaire des mots et expressions hérités de l'Antiquité. Ok, génial. Je dis souvent que c'est un très bon livre à avoir dans les toilettes parce que pourquoi? Parce que en fait, voilà, tu as à peu près une page par mot ou par expression et en fait, tu apprends très vite et tu réalises beaucoup de choses très vite. Sauf, bien évidemment, il manque une page. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est rendre à César ce qui est à César. Ça sera pour Je la le ferai dans la deuxième V2, édition. voilà. Yes. Et toi, alors, comment tu choisis tes invités, mon cher Loïc? Écoute, bah là encore, on a il y a pas mal de points communs entre Fortitude et les frappés. Pour moi, ça a été à peu près le même schéma que toi, c'est-à-dire qu'au début, bah, forcément, j'avais, on va dire, certains invités stars en tête, mais que je considérais à l'époque complètement inatteignables. Le meilleur exemple, c'est sans doute Mike Horn. Donc, au moment où j'ai lancé le podcast, voilà, j'ai contacté beaucoup de gens. Je m'attendais, d'ailleurs, ça c'est un peu une leçon. Je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, mais
moi, j'avais un peu cette croyance qu'il faudrait que je contacte 100 personnes pour avoir 10 réponses potentiellement intéressées et que ça débouche sur 2 épisodes. C'était un peu le schéma, tu vois, dans lequel je m'étais mis par défaut. Et en fait, j'ai contacté, je pense, une vingtaine de personnes avant de démarrer officiellement le podcast, puisque je voulais avoir un buffer d'épisodes. Et en fait, j'ai vite eu un problème, c'est que les 20 personnes, tout le monde m'a dit oui. Donc ça a été un peu la première leçon, tu vois, c'est que globalement, il faut oser demander. Parce que finalement les gens aiment bien partager leur parcours et que ça fait voilà, je pense que on a tous un peu en nous une petite part d'ego qui est sollicite, enfin voilà, à qui ça fait du bien de recevoir un message du type est-ce que ça te dirait de raconter ton histoire sur un podcast. Donc au début, voilà, j'ai contacté beaucoup de gens et puis maintenant je suis un peu dans la même position que toi. Il y a de plus en plus de personnes qui me contactent directement pour me proposer un épisode, pour me proposer d'être invité sur Les Frappés. Et puis un certain nombre d'anciens invités, et je pense là forcément à une invitée qu'on a eue en commun, Enora, qui me suggère régulièrement des profils incroyables. Et en plus, c'est très souvent des profils de femmes. Et ça, je suis friand, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai depuis le lancement une parité parfaite dans mes invités. Donc j'alterne une semaine un homme, une semaine une femme. Depuis septembre 2020. Et écoute, la nature humaine y étant sans doute pour quelque chose, j'ai souvent du mal, il y a des périodes où j'ai beaucoup de mal à trouver des femmes qui sont partantes pour partager leur histoire sur un podcast. Et à l'inverse, j'ai beaucoup d'hommes qui me contactent eux directement. Je ne vais pas tomber dans les schémas un peu, tu vois, noir ou blanc sur les tempéraments hommes-femmes, mais j'ai quand même souvent plus de mal à trouver des femmes qui sont partantes pour venir raconter leurs histoires au micro des Frappés. Donc quand Enora m'envoie quelques suggestions, je suis toujours super content. Donc voilà un petit peu comment ça a évolué finalement. J'ai l'impression que c'est un peu le même schéma que ce que tu connais avec Fortitude. Au début, beaucoup de prise de contact et puis maintenant, une posture qui est un peu plus, plus agréable dans le sens où je peux choisir les invités que j'ai envie de rencontrer. Marrant ce que tu dis sur les femmes, parce qu'on a deux approches totalement différentes. Ok. Au risque de te déplaire et de déplaire à des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que l'approche de la parité, comment dire, structurée, Ouais. anticipée, c'est pas mon approche. Ok. C'est pas mon approche parce que toute la philosophie de Fortitude, c'est de recevoir des gens, encore une fois, par rapport à ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent, et pas par rapport à leur carte d'identité, quelle qu'elle soit, et leurs critères visibles. Et ce qui est très étonnant, c'est que, alors j'ai pas regardé en détail, mais je pense que moi aujourd'hui j'ai 30 épisodes, donc beaucoup moins que toi. Je sors le 31e vendredi. Je crois que je suis à une parité quasi parfaite sans avoir cherché une parité. Et voire même d'ailleurs, mon épouse qui me disait de temps en temps, dis donc, tu reçois pas que des femmes sur ton podcast? C'est quoi, c'est quoi cet embrouille? Et en fait, c'est le hasard. À aucun moment, en ce qui me concerne, je choisis un invité où je vais me dire, tiens, bah là, les 2 derniers, c'était des hommes, donc il faut que je fasse passer une femme. Non, c'est vraiment, c'est vraiment ma philosophie, mon état d'esprit. Moi, je veux que les femmes que je reçoive s'expriment et inspirent parce qu'elles ont fait ce qu'elles sont, plus que parce qu'elles sont uniquement des femmes. Et après, c'est très perso, il n'y a pas du tout de jugement de valeur par rapport à ça, hein, mais c'est intéressant de voir effectivement les 2 approches différentes qu'on a par rapport à ça et puis finalement un résultat qui est relativement le même. Enfin après quand j'atteindrai tes 100 épisodes, on en reparlera, mais en tout cas aujourd'hui, je crois que je suis à peu près à une parité parfaite de manière totalement involontaire. Et toi du coup, comment tu travailles toujours tout seul sur le montage et cetera? J'ai la même approche que toi, qui est je considère que voilà, c'est moi qui ai mené l'échange. Donc je fais le montage moi-même, enfin je fais tout moi-même en fait. Il y a rien comme toi, c'est encore complètement artisanal. Je m'équipe à droite à gauche de certains outils, on va dire un peu plus
spécifiques, dédiés spécifiquement au podcast, comme par exemple le site qu'on utilise là pour enregistrer. Mais sinon, tout est artisanal et fait, enfin, j'allais dire dans mon garage. J'ai pas de garage, mais ça pourrait être ça. Mmh. Et notamment sur la promo, comment dire, les posts que tu publies sur les réseaux sociaux, etc. Tu utilises Photoshop, tu fais tout Non. ça tout seul? Comment? Tout est fait. J'utilise Canva mais bon, pour les covers des épisodes, donc c'est très léger, hein. Les invités m'envoient une photo, je mets la photo au bon format, je mets par-dessus le logo des frappés, leur nom, et puis basta en fait. Donc D'accord. voilà, c'est assez simple. Et sur LinkedIn, je communique principalement sur Instagram et LinkedIn. Et non, il n'y a rien de. Enfin, c'est surtout du texte du coup. Il n'y a pas de. Il faudrait que je le fasse. C'est un peu ce que j'entends partout quand je pose des questions sur comment développer un média comme un podcast. Le conseil qui revient systématiquement, c'est de passer à la vidéo. Donc faire des shorts, des réels, etc. Et je t'avoue que c'est pas un truc qui moi m'énergise énormément. Donc pour le moment, je freine un peu pour aller sur ce terrain-là, mais ça va finir par arriver, je pense. Ouais, écoute, je commence à me poser des questions sur le fait si on n'a pas la même mère, parce que c'est vrai qu'on a quand même vachement de points communs. Non, mais c'est vrai que j'entends la même chose, hein, j'ai le même retour. Alors, attention, la vidéo, pas forcément pour le podcast, la vidéo pour la promo. Hmm. C'est ça dont tu parles? Les deux en fait, hein. Les deux? Ouais, bah en fait, c'est vrai que quand tu regardes un Joe Rogan par exemple, bon bah les épisodes sont aussi en vidéo. Donc et en fait, une fois que tu as la vidéo, il y a tellement de contenus que tu peux qui peuvent en découler. Tu peux faire des extraits, tu peux faire, tu vois, enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être utilisées à partir de la vidéo. L'audio, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus limitant en tout cas d'un point de vue promo, tu vois. Ouais. Effectivement. Donc ouais. Après, moi, là-dessus, c'est un choix. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu l'ambition totalement déraisonnable d'enregistrer les épisodes en vidéo. D'ailleurs, mon premier épisode avec Polo Hanid, quand je le regarde, j'ai l'impression de regarder des photos de moi jeune dans les années 80, tu sais, où tu te vois avec des fringues trop grandes et une coiffure complètement de loser, et tu te dis, mais comment je pouvais ressembler à ça? En fait, bon, c'était à l'époque, c'était comme ça, mais là, c'est la même chose. Quand je regarde cet épisode vidéo, je me dis, mais mon Dieu, comment c'était possible? Bref, donc j'avais cette ambition. Alors déjà, il faut savoir que d'un point de vue technique, ça augmente le nombre de contraintes de manière extrêmement significative. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'inspirer les gens, d'inciter les gens à se lancer, etc., il faut être humble et limiter au maximum les contraintes techniques et donc nécessairement les aléas qui peuvent en découler. Ensuite, surtout, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la nature des échanges que j'ai avec mes invités, qui encore une fois, on va quand même sur des thématiques qui sont profondes, parfois sérieuses, souvent sérieuses, il y a l'image transforme un peu l'échange, transforme un peu l'exercice. On n'est pas tout à fait le même, ou en tout cas, on ne s'exprime pas tout à fait de la même manière lorsqu'on est regardé, voire même lorsqu'on se regarde soi-même ou qu'on regarde son interlocuteur. C'est pas toujours conscient, hein, mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est pas étonnant que les psys, quand tu vas chez le psy, ils te placent en général pas face à eux. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, tu n'es pas face au psy. Pourquoi? Parce que, moi je me souviens, je vais te raconter une histoire personnelle, une anecdote personnelle, mais moi j'ai fait une psychanalyse avec un psychologue pendant plusieurs années, et au début, elle me recevait face à elle. On était assis face à face sur 2 chaises. Et au bout de la 2e ou 3e séance, je sais plus, elle m'invite à m'installer sur le fameux canapé qui était donc derrière elle. Et je lui dis: «Bah, vous savez, j'ai pas besoin, hein. Moi je suis très à l'aise. J'assume ce que je vous raconte, je peux m'ouvrir, j'ai pas besoin. Moi, Nicolas Lizzie-Macchio, j'ai pas besoin d'aller sur le divan que tout le monde utilise depuis, des centaines d'années, mais c'est pas grave». Et là, elle m'explique, elle me dit: «Mais attendez, c'est pas une histoire de est-ce que vous êtes à l'aise de m'exprimer, et cetera. C'est que j'ai bien vu ce que vous faites, vous contrôlez totalement l'échange. Vous analysez mes réactions, vous analysez mon regard, et vous êtes dans le contrôle. Donc, vous allez bien passer sur le divan». Et en fait,
Cette anecdote révèle une chose qu'on partage tous, c'est que, bien évidemment, et d'ailleurs, si on faisait l'exercice tous les 2 là maintenant, parce que je confirme à tout le monde qu'on ne se voit pas, hein, on est purement en audio, je vais te dire une chose, la manière dont tu vas réagir à cette chose par ton faciès, par ton regard, par tel ou tel rictus ou quoi que ce soit, va avoir un impact considérable sur moi et Mmh. donc sur la suite de notre échange. Et en fait, une chose que j'ai réalisée, c'est qu'on bascule vachement plus vite dans une forme d'intimité, de confort, de tranquillité et de sincérité et de spontanéité qui, en tout cas, pour moi, est absolument essentiel dans le cadre de Fortitude. Et après, sur la partie promo, je suis d'accord avec toi. Euh, les rares fois où j'ai fait des shorts, des petites vidéos pour faire un update sur un format ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça a beaucoup plus de portée que la photo que tu postes sur Instagram. Voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on souhaite? Mmh. Euh, Comment on veut faire les choses? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Ça, voilà, c'est une vraie question. En parlant d'objectifs d'ailleurs, c'est quoi ton approche pour chacun de tes épisodes? Est-ce que tu as une structure, assez précise, en amont avec, tu vois, des questions déjà écrites, ou est-ce que c'est plutôt, tu as un fil rouge en tête et tu t'ajustes selon ce que donne l'échange? Comment tu t'organises par rapport à ça? Alors, je prépare l'entretien en travaillant sur la biographie de mon invité. Soit c'est un invité qui a écrit un livre, ou plusieurs, ou voilà, donc en général, ça facilite le travail parce que tu lis le bouquin, du coup, forcément, tu recueilles énormément d'informations. Ou alors, bah, tu vas sur Internet, tu vas sur LinkedIn, tu regardes s'il y a voilà, tu travailles la bio pour ensuite établir non pas un fil rouge, mais plusieurs étapes, plusieurs points un peu saillants dans l'échange que tu veux aborder. L'idée étant d'éviter de se retrouver à un moment à sec, Mmh. de toujours avoir de quoi rebondir. Mais c'est vraiment que quelques points d'étape. Donc en général, tu as la présentation de l'invité, le parcours. En général, je dis toujours, il y a toujours une ou deux vies avant la vie qui vraiment nous amènent à échanger. Tu vois, ça peut être l'enfance, ça peut être une première carrière, etc. Et tout ça. Puis ensuite, tu rentres dans le vif du sujet. Et là, je vais effectivement isoler peut-être un ou deux trucs qui, moi, vraiment m'intéressent. Rattacher peut-être des références, des parallèles que je souhaiterais faire avec des auteurs, avec des penseurs et autres. Mais ça s'arrête à ça. Pourquoi? Parce que je tiens absolument à la spontanéité de l'échange et surtout à nous laisser la liberté d'aller là où notre conversation nous mène, sans justement avoir de contraintes éditoriales ou quoi que ce soit. Et c'est une chose que j'ai apprise dans mon métier par rapport à l'exercice de la plaidoirie. C'est-à-dire que très souvent, on s'imagine la plaidoirie comme quelque chose que tu prépares, où finalement tout le texte de la plaidoirie est écrit, tu sais exactement ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, etc., etc. Et en fait, non seulement c'est rarissime que ça se passe comme ça, mais surtout ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que si tu prépares à la lettre près ta plaidoirie, tu peux être à peu près sûr que l'audience ne va pas se dérouler comme tu t'y attendais, et du coup tu te retrouves en difficulté, parce que tu ne peux pas improviser, tu ne peux pas rebondir, tu ne peux pas t'adapter. Mmh. Et en fait, les meilleures plaidoiries sont celles où tu arrives, où tu connais bien évidemment parfaitement ton dossier, tu connais tous les éléments factuels, juridiques et autres, etc. Tu connais les messages, ce que j'appelle les messages force, c'est-à-dire les messages dont tu te dis en avance que tu ne quittes pas la salle d'audience sans qu'ils aient été passés, mais t'imposes pas de contraintes sur quand et comment tu vas les passer. Bah, dans l'exercice du podcast, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se laisser énormément de liberté pour que, bah, du coup, la conversation soit riche, soit spontanée, et voilà. Et cette phase de préparation, elle te prend combien de temps par épisode généralement? C'est très variable. Très variable. Bah, déjà, encore une fois, s'il y a un bouquin, bah, il faut le lire. Ouais. Donc forcément, ça prend plus de temps que s'il n'y en a pas. Ensuite, ça dépend aussi du profil. C'est vrai que moi, je connais assez bien l'univers militaire. Je connais assez bien les unités, je connais assez bien voilà, les opérations extérieures de la France, etc. Donc, quand je reçois un militaire, ça va aller plus vite en termes de prépa
que quand je vais recevoir quelqu'un qui fait partie d'un univers qui m'est totalement étranger. Hmm. Donc, je pourrais pas te donner de réponse. C'est vraiment très variable. Ok. Et toi? Je me cherche encore sur ce sujet de la préparation. J'ai les premiers épisodes, je pense justement parce que j'avais ce besoin d'être un peu dans le contrôle, tu vois, je me lançais dans un truc que je connaissais absolument pas, interviewer des gens, c'était par ailleurs pas vraiment je faisais du management, mais tu as une relation hiérarchique, donc c'est assez différent. Du coup, j'étais dans la surpréparation avec des questions très précises, etc. Et comme tu l'as dit très bien, forcément, ça se passait jamais comme je l'avais planifié et ça s'en ressentait, je pense, en termes de spontanéité, d'authenticité. Bref, c'était pas terrible. Donc j'ai arrêté tout ça. Et là, je dirais que j'alterne entre finalement, je prends l'excuse s'il y a assez peu de contenu produit par l'invité ou écrit sur l'invité. Je prends cette excuse pour être en mode full spontanéité. Tu vois, j'ai plein d'invités qui n'ont pas écrit de livre, il n'y a pas d'article les concernant sur Internet, il n'y a pas de vidéo YouTube qui détaille leur parcours ou ce qu'ils font. Et donc là, c'est un peu l'impro totale, quoi. J'ai un fil rouge. J'ai généralement une ou deux grandes thématiques. On va dire l'essence, ce que je souhaite donner à l'épisode. Est-ce que je veux un épisode où on parle plutôt d'émotions ou un épisode où qui fasse ressortir, tu vois, l'envergure du défi dans lequel l'invité s'est lancé, un truc complètement fou, faire une course en Alaska par moins 40 degrés pendant 28 jours sans tente, tu vois. Voilà, il y a un peu on va dire l'essence que j'ai envie de mettre en avant, l'essence de l'échange, mais c'est tout. Et après, il y a d'autres invités où forcément, bon voilà, il faut creuser. Je pense à Enora par exemple. Bon voilà, le sujet est tellement déjà sérieux. Donc Enora Sham, s'il y en a qui ne connaissent pas cette femme incroyable, vous pouvez aller écouter ces épisodes sur Fortitude, sur Les Frappés. C'est une officier de l'armée française, de l'armée de l'air, qui a écrit un livre dans lequel elle raconte une mission qu'elle a effectuée pour l'ONU en Syrie en tant qu'observatrice. Et c'était juste avant, enfin, elle a vu la guerre civile s'installer en Syrie. Et donc, elle a écrit un livre des années plus tard pour raconter ce qu'elle a vécu. Et donc voilà, le sujet est quand même assez sensible, délicat. Donc là, il faut clairement le préparer en profondeur. Mais donc voilà, tout ça pour dire, une longue réponse pour dire que je me cherche encore. J'ai pas vraiment de process bien en place que j'applique à chacun de mes invités, en tout cas pour la phase de préparation. Après, je pense que on peut se rassurer mutuellement en se disant que, vu la philosophie de nos podcasts, vu les démarches qui sont les nôtres, vu notre état d'esprit, bien sûr qu'on prépare, bien sûr qu'on doit préparer, puis c'est même un devoir, une responsabilité vis-à-vis de nos invités, parce qu'on leur prend du temps, ils nous donnent du temps, donc on ne peut pas faire les choses n'importe comment, mais je- on peut se rassurer sur le fait que, vu leur parcours, vu ce qu'ils ont à raconter, il y a nécessairement un échange euh, intéressant, riche, Hmm. qui en ressort. Et c'est d'ailleurs l'essence même de l'échange humain, dont finalement on se fait un peu les porte-parole avec nos podcasts. C'est-à-dire que quand tu as deux personnes qui sont de manière sincère et authentique, intéressées à échanger et à converser, bah, c'est jamais chiant en fait. C'est clair. Alors justement, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le fond, euh, et qu'on partage nos expériences. Est-ce que tu pourrais identifier un ou deux épisodes euh, qui t'auraient le plus ému? Hmm. Euh, Bon, spontanément, j'ai celui de Cyril Chaboun euh, qui me vient en tête. Donc Cyril, je l'évoquais un peu plus tôt, qu'on a reçu tous les deux. Donc il y a un épisode disponible sur Fortitude et un sur Les Frappés, qui est un ancien opérateur du CPA-10, donc Commando Parachutiste de l'air numéro 10, et l'une des unités des forces spéciales, et en mission, d'ailleurs, de mémoire, c'était l'une de ses toutes premières missions, ou la première mission même, tu te souviens de ça? C'était pas sa première mission en tant qu'opérateur FS? Ah non, je crois Tu crois pas? pas. Ah J'avais non, ça en j'ai tête. un doute, mais Je sais plus, ouais. Mais en tout cas, clairement, ouais. Pour moi, c'est l'épisode avec Cyril Chaboun, donc ancien opérateur FS, CPA-10, qui saute sur un drone piégé, qui perd immédiatement
l'une de ses deux jambes et qui, suite à des complications, donc il est rapatrié en France, il est plongé dans le coma, il y reste un long moment et en fait il a des complications pendant son coma et ces complications débouchent sur l'amputation de sa deuxième jambe. Et en fait le récit de cet homme qui doit faire face à cette situation, ce qui l'animait dans la vie, c'était un métier finalement très physique, très engagé, et du jour au lendemain, tout s'arrête. Je vais pas tout partager ici, mais au même moment, d'un point de vue perso, c'est-à-dire au moment où il se réveille de son coma, il apprend une nouvelle, euh, un changement de situation familiale et ils doivent prendre une décision avec sa femme. Enfin, cet épisode, il est vraiment incroyable de résilience, de détermination, de capacité à rebondir. C'est une fois que en fait, je me suis retrouvé plusieurs fois pendant l'échange à plus savoir quoi dire. J'étais notamment l'anecdote, enfin quand il raconte l'explosion du drone et ses premières réactions, où le gars se médicalise lui-même, sort un garrot, il t'explique tout ça avec une voix parfaitement posée, comme s'il était allé finalement, je sais pas, faire les courses à vélo, tu vois. C'était particulièrement émouvant et extrêmement inspirant d'avoir un témoignage comme le sien. Je pense que c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Et après, peut-être un deuxième sur le plan de l'émotion, c'est, je dirais, sans doute celui avec Julia Vira, que tu as reçu aussi. Je suis énervant. Hein. Je précise quand même que à chaque fois, c'est un hasard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a même, on en parlera peut-être un peu, mais il y a même une invitée, Oriane. Je crois que tu l'as invitée. Oui. J'ai enregistré. T'as enregistré. J'ai enregistré au moment où tu as sorti l'épisode. C'est là, ça. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Il a mis un micro chez moi, c'est pas possible. Mais voilà, Julia, donc, qui est guide de haute montagne, l'une des rares femmes en France à être guide de haute montagne, et qui fait également de la course au large, donc le mariage mer et montagne, et qui raconte dans l'épisode, en tout cas quand je l'ai reçu, son ascension de El Capitan aux États-Unis, qui est un peu une phase mythique qu'elle a fait en solitaire, et je crois qu'elle a passé de mémoire 12 ou 13 jours dans cette phase seule. Et forcément, c'était un challenge extrêmement difficile. Et il y a beaucoup d'émotions quand elle en parle. Je pense que c'était aussi, moi ce que j'en ai retenu, c'est que c'était aussi un peu pas un rite de passage, mais une étape importante dans sa vie. Il y a quelque chose qui a cranté avec cette expérience-là. Et la façon dont elle en parle, c'était assez émouvant aussi. Donc je dirais c'est de la Cyril Chaboun, ancien FS, et Julia Vira, guide de haute montagne, qui nous parle d'El Capitan. Et maintenant que je t'ai piqué 2 de tes invités, ça t'en laisse plus que 28 du coup pour ta sélection à toi. Oui, mais du coup, je vais pas te dire leur nom. Comme ça, tu vas pas pouvoir me les piquer. En ce qui me concerne, parce que je savais qu'on allait potentiellement évoquer effectivement nos expériences respectives par rapport à nos invités, que ce soit en termes d'émotion, de stress ou autre. Et j'y ai pas mal réfléchi parce que forcément, c'est pas facile de faire entre guillemets un choix ou d'essayer d'identifier un échange ou un profil plus qu'un autre. Alors, non pas, il ne s'agit pas de faire de hiérarchie, mais c'est vrai qu'en plus, sur Fortitude, la différence quand même qu'il y a par rapport au frappé, c'est que on va assez loin dans le sujet de l'émotion, de l'âme, de ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc, l'émotion est souvent présente. Mais les épisodes qui m'ont le plus ému, il y en a plusieurs, mais ils ont un point commun. Je l'ai réalisé en y réfléchissant. C'est que ce sont des invités qui font face tu vois, même le fait d'en parler, ça m'émeut, mais c'est des combats qu'ils ne peuvent pas gagner et qu'ils mènent pourtant. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à ceux qui mènent des combats qui peuvent gagner. Je parle notamment à Julia quand elle se lance dans une ascension. Bien sûr qu'elle peut échouer, mais elle peut y arriver. Ça n'enlève rien à sa prouesse, ça n'enlève rien à sa résilience, pas du tout. De la même manière que Sam Goodchild qui se lance dans la Transat Jacques Vabre ou
les opérateurs FS qui sont largués en Syrie. C'est pas ça, il n'y a pas de hiérarchie. Mais malgré tout, et notamment par rapport au sport que tu connais bien, tu te lances dans quelque chose, mais tu sais que tu peux y arriver. Tu veux y arriver et tu sais que c'est possible. Et j'ai reçu des invités qui mènent avec la même hargne, la même énergie, la même résilience, des combats qui ne pourront jamais gagner. Et là, et je pense notamment à Camille de Peretti, qui est une de mes premières invitées, je crois que c'est l'épisode 4, et c'était d'autant plus émouvant que en fait, Camille est une amie d'enfance. On était à l'école ensemble. Et j'ai découvert énormément de choses sur sa vie lors de l'épisode. Donc c'était encore plus émouvant. Et donc Camille, qui est une romancière à succès, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui la connaissent, qui l'ont peut-être lue. Elle écrit depuis longtemps maintenant. Je crois qu'elle a dû sortir 8 ou 9 ou 10 romans, je ne sais plus. Et d'ailleurs, elle est extrêmement talentueuse et elle accomplit une œuvre qui est très originale puisque elle écrit un roman par genre. C'est-à-dire que elle va faire un roman historique, elle va faire un roman policier, elle va faire voilà. Et elle s'est fixé cet objectif-là d'écrire et de publier un roman par genre littéraire. Bref. Et donc, Camille est absolument brillante. Elle est absolument rayonnante. Elle a un sourire, un regard qui pétille, etc. Mais à côté de ça, elle est mère d'un enfant autiste, atteint d'un trouble de l'autisme sévère. Et elle partage, bien évidemment, cet aspect de leur vie. Et je dis leur vie parce que c'est important de parler d'eux, de leurs autres enfants, etc. Parce que pour le coup, c'est un sujet qui touche tout le monde, toute la famille. Et ce combat-là, qui est un combat quotidien, elle le dit elle-même, hein, elle ne pourra jamais le gagner, ce combat. Il n'y aura jamais de répit. Il n'y aura jamais de pause. Et moi, son fils, qui s'appelle Auguste, je le connais puisque ils ont fait quelque chose d'absolument formidable et très intelligent d'ailleurs. Ils ont depuis plusieurs années organisé ce qu'ils appellent un dimanche avec Auguste. Et en fait, ils demandent à tous leurs proches de s'inscrire. Il y a plusieurs, c'est chaque année, donc c'est des saisons, pour venir chercher Auguste et lui faire passer une après-midi, de telle sorte que voilà, Auguste se retrouve à faire des choses et surtout que la famille de Camille ait un dimanche de répit. Et surtout, ça permet bien évidemment de partager un peu le fardeau, mais aussi pour les familles qui reçoivent, de partager un moment qui est très intense, parce que l'autisme, c'est une chose d'en entendre parler, de le voir à la télé, de le lire, c'en est une autre de le vivre. Et bref, quand on passe une après-midi avec Auguste, on prend la mesure justement du fait qu'il n'y a aucun répit. Il n'y a pas une seule seconde de répit. Il n'y a pas un moment de liberté, il n'y a pas un moment où tu souffles et où tu te dis, OK, et par définition, il y a aucune perspective. Aucune. Et pourtant, Camille, son mari, leurs autres enfants, ils vivent chaque jour. Ils se lèvent tous les matins. Elle continue à écrire, elle continue à former, elle continue à enseigner, elle continue à rire, elle continue à rayonner, etc. Et ça, en termes d'émotion, quand tu écoutes l'épisode, tu écoutes son témoignage, ouais, là, je t'avoue que ça m'a laissé KO. Et pareil, j'ai reçu Sébastien Joachim, quelqu'un qui n'est pas connu du grand public. On s'est rencontrés par Instagram. Et Sébastien, il a une maladie extrêmement rare qui lui a été diagnostiquée quand il était très jeune, 5-6 ans, qui fait qu'en fait, il devient aveugle, il est devenu aveugle progressivement.
Et donc, il l'a su assez tôt et il y a aucun moyen d'arrêter le processus. Et il l'a vécu et il vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que c'est une maladie qui évolue énormément, il pouvait voir sur un œil comme au travers d'une serrure, en fait. Et en fait, c'est un peu D'accord. le phénomène, c'est-à-dire que le champ visuel, en fait, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit. Et il est passionné de sport, il fait de la boxe thaï, etc. Il a une femme, il a un enfant. Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un qui est face à une telle fatalité, il sait qu'il ne pourra pas gagner ce combat. Bah, pareil, il se lève, il continue à faire du sport, il continue à faire plein de choses. Et il y a cette fatalité. Là aussi, c'est quelque chose qui m'a époustouflé. Et puis surtout, quand on a enregistré cet épisode, on a parlé de ce concept qui est la boîte de Pandore. Juste en 2 mots, je veux pas endormir tous tes auditeurs, mais la boîte de Pandore, l'histoire de la boîte de Pandore, bon, tout le monde la connaît à peu près, mais en fait, elle contenait tous les mots MAUX qui étaient susceptibles de frapper l'humanité. Bref, Pandore, qui était une femme, et on sait tous que c'est à cause des femmes que les problèmes surviennent, ouvre la boîte et tous les mots s'échappent. Et elle referme la boîte, et il y a un mâle qui reste dans la boîte. Et d'ailleurs, ça a été pendant très longtemps mal interprété, ce mythe, puisqu'on disait que le mâle qui restait dans la jarre, c'était l'espérance. Mais en fait, l'espérance n'est pas un mâle. La vraie signification, etc., je ne vais pas insister là-dessus sur un aspect étymologique, mais il n'y a pas vraiment de mot équivalent aujourd'hui, mais c'est le fait de savoir qu'un malheur va t'arriver. Ok. Un peu comme connaître l'heure de sa mort, si tu veux, Hmm. le jour de sa mort. Et ce mal-là, il n'existe pas aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas par définition quand est-ce qu'un malheur va nous arriver. Et heureusement, parce que tu te doutes bien que si je te dis, bah, tiens, mon cher Loïc, tu vas nous quitter le 13 janvier 2032 à telle heure, c'est compliqué quand même. Ben, Sébastien, c'est ce qu'il vit, d'une certaine manière. Il sait qu'il va finir aveugle, il voit sa vue baisser chaque jour, et il a ce souffle de vie. Il a cette niaque. Il a du sens, et il avance quand même. Et ça, moi, ça m'a... Voilà. Écoute, Désolé pour cette réponse un peu longue. Non, non, pas du tout, mais j'avais pas écouté ces 2 épisodes en particulier sur Fortitude et je viens de me les flaguer là, de les télécharger pour aller écouter ces histoires. Écoute, rien que de t'entendre en parler, on sent l'émotion, donc en tout cas, ouais, ça. Et d'ailleurs, pardon, parce que du coup, je m'autorise à continuer, parce que sinon, on ne serait pas fidèle à notre philosophie. C'est que tu parlais de Cyril Chaboun tout à l'heure, et par rapport aux exemples qu'on vient de donner, il y a un point sur lequel je voudrais insister auprès des auditeurs, qui est très important, et on l'avait évoqué avec Cyril, parce que Cyril m'expliquait, lors de notre épisode, que je l'interrogeais en fait sur les suites de son accident d'un point de vue justement personnel, émotionnel, psychologique, comment ça avait impacté sa personnalité, sa façon d'être. Parce que, sans divulguer trop de détails, c'est vrai que voilà, il a été amputé, il a fait la rééducation, il a passé quasiment 1 an à l'hosto, et ensuite il s'est mis en marche, quoi, sans mauvais jeu de mots. Il s'est mis en action, voilà, il s'est lancé dans le sport, etc., etc. Il s'est pas figé. Et du coup, il partageait le fait qu'il a développé une forme d'intolérance vis-à-vis des complaintes de son entourage, quelle qu'elle soit. Avec une approche qui peut s'entendre. Hein. Bah, en fait, regarde, moi j'ai plus de jambes, et je me plains pas et j'avance. Donc toi, tu as mal à la tête, tu vas pas nous casser les bonbons. Quoi. Je Ouais. caricature, mais c'est un peu l'idée.
Et du coup, on s'est arrêté sur cet aspect-là parce que on le connaît tous, ce sujet de la compassion, de l'empathie par rapport aux difficultés. Et quand je dis compassion, empathie, c'est aussi la compassion et l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Et très souvent, j'ai la remarque de me dire: «Ah ouais, c'est chouette, ce que vous faites sur Fortitude parce que du coup, on se rend compte qu'on ne devrait pas trop se plaindre et qu'il y a pire». Mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça dans nos esprits aux uns et aux autres. Et que ça veut, tous les parcours qu'on partage, les expériences, les challenges qu'on partage sur les frappés ou sur Fortitude, c'est pas, on n'est pas là pour montrer que regardez ce que les autres font et vous n'êtes pas capable ou regarde, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Ce qui nous unit tous, ce qu'on a tous en commun, c'est les combats, justement. Et quels qu'ils soient, en fait. Il n'y a pas forcément de gradation. Parce que bien sûr, tu peux te dire, mon problème, il est rien par rapport à son problème. Mais il n'empêche que ça reste ton problème. Que tu vis pas avec son problème, tu vis avec le tien. Et que ce que tu attends de toi-même et ce que les autres attendent de toi, c'est que tu le dépasses. Et c'est très important de se dire, attention, ce que vous écoutez sur nos podcasts, ça doit être inspirant, ça doit ouvrir, bien sûr, une curiosité, ça doit ouvrir le regard sur le monde, sur les autres, ça doit inspirer de la tolérance, parce que quand vous rencontrez Camille de Peretti, quand vous la voyez, si vous tapez Camille de Peretti sur Internet, vous vous dites, ok, en fait, cette femme, elle a tout pour elle, quoi. C'est une très belle femme, elle est rayonnante, elle est brillante, elle écrit des livres, etc. Mais en fait, si on creuse, regardez la réalité de ce qu'est son existence, c'est de son combat chaque jour. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, il n'y a pas de jugement sur ce qu'on croit savoir, ce qu'on croit avoir, et il n'y a pas de jugement sur les combats. Et ce qu'on essaye de véhiculer, c'est battons-nous, battez-vous, dépassez-vous, mais voilà, on ne se juge pas les uns les autres et surtout on ne se juge pas soi-même par rapport à ces épreuves. J'aurais pas dit mieux moi-même. C'est vrai que c'est pour ça que je suis aussi assez friand finalement d'avoir des invités qui viennent d'horizons assez variés et surtout qui pratiquent, enfin qui se consacrent à une discipline avec des niveaux d'intensité variables. C'est forcément toujours super inspirant d'écouter un épisode de Mike Horn, d'un champion olympique, d'une CEO, d'une start-up, tu vois, valorisée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais je trouve que le gap entre la vitrine, enfin en tout cas ce qu'on voit de ces parcours-là et sa réalité à soi dans le quotidien, il est peut-être un peu important. Alors que quand tu as, tu vois, par exemple, moi je donne souvent l'exemple d'un épisode que j'ai fait avec une femme avocate d'ailleurs, qui s'est mise au trail et qui est en train de doucement se diriger vers de l'ultra trail. Et donc elle expliquait comment, à la quarantaine passée, elle a osé partir courir dans la forêt derrière chez elle pour la première fois de nuit. Bon, ça pour moi, tu vois, c'est juste génial parce que là, finalement, c'est un exemple de quelqu'un, on va dire, qui a, qui a une vie peut-être plus proche de celle de la majorité des gens, c'est-à-dire qui n'a pas qui est pas sportif de haut niveau, qui est pas tu vois, aventurière professionnelle reconnue, mais qui, à son niveau, avec ce qu'elle peut faire, trouve les ressources et les moyens de se dépasser et de faire des choses qu'elle n'a jamais fait alors qu'elle a plus de 40 ans et que potentiellement, voilà, quelqu'un qui fait de l'ultra trail depuis longtemps pourrait dire, mais courir de nuit dans une forêt derrière chez soi, soit. Et alors, tu vois. Et pourtant, pour cette femme, voilà, c'était déjà, c'était son dépassement à elle. Et je trouve que le mariage entre ces deux types d'invités, c'est super riche. Parce que ça te permet, il y a à la fois la dose je rêve, je suis inspiré, et puis les messages très concrets, où tu te dis, en fait, si cette femme-là y arrive en gérant 2 cabinets d'avocats, 3 enfants, peut-être que moi voilà, peut-être qu'il faudrait que je me mette un coup de pied aux fesses pour moi aller faire ma sortie de 1 heure le soir après le boulot. Je suis peut-être pas si fatigué que ça, il n'y a peut-être pas tant d'excuses valables que ce que je me l'imagine. C'est vrai.
L'épisode qui t'a le plus... J'allais te dire, est-ce qu'il y a un épisode, là on a parlé de l'émotion, mais est-ce qu'il y a un épisode tu vois, que tu appréhendais particulièrement ou sur lequel tu pensais t'engager sur un terrain que tu maîtrisais assez peu, tu vois, finalement qui t'a un peu stressé avant qu'il ait lieu? Oui, bien sûr. Et notamment le dernier dont je parlais tout à l'heure, Ouais. avec Ephraim Matos, parce que j'avais toutes les raisons du monde de stresser. Et d'ailleurs, j'ai stressé comme un gamin de 8 ans, quoi. C'est-à-dire que déjà, bon, pour la petite histoire, je l'ai écouté sur un podcast qui, pour moi, a profondément impacté ma vie, qui est le podcast de Jocko Willink, qui est lui-même un ancien Navy Seals et qui est devenu un personnage assez connu aux États-Unis pour plein de raisons. Et c'est son podcast qui m'a donné envie de faire la Fortitude. Et c'est complètement idiot, hein, mais le fait de recevoir quelqu'un qu'il a lui-même reçu, bah, j'étais déjà dans l'angoisse. 1. 2, le profil du gars, je laisserai les auditeurs le découvrir. C'est quelqu'un qui, en 2 mots, ancien Navy Seals, il a raccroché les gants et il dédie sa vie à aller aider et sauver les populations civiles dans les zones de guerre. Et il n'a sans aucune contrepartie. Hein. C'est pas un mercenaire. Il a monté une organisation non gouvernementale et dont l'objet, c'est d'envoyer des vétérans dans les zones de guerre pour former les populations civiles aux soins, à la communication, etc., pour les rendre un maximum autonomes et les protéger et éventuellement les défendre. Bah déjà, quand tu t'adresses à quelqu'un comme ça, bon, en soi, rien qu'en termes de profil, c'est un peu impressionnant. Et puis surtout, c'était mon premier épisode en anglais. Et cette personne qui allait repartir en Birmanie pendant plusieurs mois au milieu de la population karen qui se fait exterminer par la junte militaire birmane, a accepté de prendre 2 heures de son temps, alors qu'il était dans le Michigan pour parler sur Fortitude. Donc, autant te dire que oui, j'étais en stress. J'ai fait quelques exercices de respiration avant de commencer. C'est un épisode qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup stressé avant de le faire. Et même d'ailleurs, ça se ressent totalement au début de l'échange, où vraiment j'ai la voix j'ai du mal, quoi. C'est vraiment, tu vois, les premiers kilomètres du running, tu vois, où tu as tout qui te fait mal, où tu te dis que tu es une armoire normande, il n'y a plus rien qui tient debout et que tu te dis pourquoi je suis en train de courir, quoi. C'est vraiment exactement la même sensation. Mais est-ce qu'à posteriori, c'est pas un des épisodes dont tu es le plus fier du coup? Alors, Loïc, de toi à moi, personne nous entend, personne nous écoute. Oui. Oui, mais à la fois, je te dis ça comme ça sous le ton de la plaisanterie parce que je suis fier de tous les épisodes. Et je voudrais pas faire ombrage à mes autres invités. Honnêtement, je suis fier de tous les épisodes. Pas fier en tant qu'accomplissement personnel, fier de ce que j'ai pu partager et de ce que mes invités ont partagé. Maintenant, pour revenir à notre notion d'égoïsme et de démarche individuelle, personnelle qu'on évoquait au début, oui, j'en suis fier parce que j'étais en Thaïlande à l'époque, en vacances. Je me lève à 5 heures du matin pour faire mon sport, aller à la salle de boxe après, etc. Et j'écoute mon podcast et j'écoute Jocko Willink. Et c'est ce jour-là que je me suis décidé à me lancer à faire un podcast. Et quelques années plus tard, de recevoir un invité de Jocko Willink, bah ouais, oui, bah ouais, je suis fier. Je suis fier et voilà, c'est un accomplissement vraiment qu'on peut définir comme personnel parce que voilà, j'ai pas eu des millions d'écoutes, j'en aurais peut-être pas, mais je m'en fous complètement. Ce que j'ai retiré de ce voilà de ce cycle est inestimable.
Tu as des invités de Tu vas me laisser poser l'envergure. des questions, Loïc. Hein. Tu ne crois pas que je n'ai pas vu ce que tu étais en train de faire. Hein. Ne crois pas que tu vas réussir à monopoliser le débat avec un avocat. Hein. Alors vas-y, Non, sens-toi à l'aise, mais tu vas être rattrapé par la patrouille. Si tu avais des invités, tu vois, de l'envergure de Ephraim qui arrivent justement, ou en tout cas qui te ferait vivre une expérience podcastienne telle que celle que tu l'as vécue avec lui en particulier. Tu veux dire des invités que j'ai pas encore reçus, que j'aimerais T'as avoir? pas encore reçu, ouais. Tu aurais dû me prévenir que tu allais me poser la question. Parce que je peux potentiellement passer 10 minutes à y réfléchir. Tellement il y a de profils. Mais je vais... Retour à l'envoyeur. Marc Aurèle. C'est ta réponse, ça? Ouais. Ce qui me rendrait dingue, c'est de pouvoir recevoir Marc Aurèle, tu vois. Ouais. Lui faire sauter 2000 ans et de recevoir Marc Aurèle. Ouais. Non, je plaisante, enfin à moitié ceci dit, mais ça sera peut-être un jour possible. C'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait de ne pas pouvoir justement te répondre et te dire, tiens, il y a ce profil-là, ça serait dingue que je puisse le recevoir. C'est cette personne qui peut être anonyme, qui va, quand je vais appuyer sur le bouton stop de l'enregistrement, me faire ressentir voilà, juste la richesse. Alors ça me paraît totalement hippie / complètement béni oui ce que je veux dire, mais la richesse de l'humanité, de notre humanité. C'est ces combats de l'ombre, c'est ces profils qu'on ne connaît pas, dont je ne peux pas te donner le nom aujourd'hui, qui sont là, que je vais rencontrer, sur qui je vais tomber et que je vais pouvoir partager. Voilà. C'est une réponse un peu à côté par rapport à l'objectif de ta question, mais c'est vrai, c'est sincère, c'est vraiment ça. Bon, maintenant, mon cher Loïc, l'épisode qui t'a plus stressé, s'il te plaît. Clairement, moi, c'était celui de Mike Horn. Parce que, pour le coup, là, c'était un peu... Tu sais, des fois, quand tu te lances dans un projet, tu te fixes un objectif qui paraît complètement dingue, mais en te disant, bon, si j'arrive déjà à me rapprocher de 10% de ça, ce sera incroyable. Bah, moi, c'était d'avoir un jour Mike Horn. Voilà. Alors, je suis pas... Tu peux nous rappeler en 2 mots qui est Mike Horn? Mike Horn, donc un aventurier aujourd'hui suisse qui doit avoir qui a une 60aine d'années, je pense maintenant, et qui a commencé à organiser, monter, réaliser des expéditions assez longues et assez ambitieuses, on va dire, quand il avait à peine la trentaine. Et donc, il a fait notamment le tour du monde par l'équateur. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, pôle Nord, pôle Sud, le tour du monde par le cercle arctique en 2 hivers de mémoire. Donc voilà, plein d'aventures de ce type. Et donc dans son milieu, il fait partie, en tout cas dans l'univers francophone, et je pense même global au final, des figures de l'exploration et de l'aventure des temps modernes, en gros. Et donc, je m'étais dit, au moment où j'avais lancé le podcast, l'objectif ultime, ce serait d'avoir Mike Horn. Et donc, quand c'est devenu concret que ça allait se faire, forcément, il y avait pas mal de stress. C'est quelqu'un qui est extrêmement habitué. Alors, pas nécessairement des podcasts d'ailleurs, parce que je crois que j'étais le 4e ou 5e podcast qu'il faisait. Il n'est pas méga friand du format. Par contre, tout ce qui est conférences, livres, etc., interviews, il est plus que rodé. Donc l'enjeu, c'était comment arriver à lui faire dire des choses intéressantes, qui sont, par définition, vu sa stature, qui sont des choses qu'il a déjà dites, mais comment lui faire dire tout ça de manière, alors c'est un peu présomptueux, mais un peu smart, intelligente, pour amener sur des sujets, évidemment, qu'il a déjà traités, mais d'une manière un peu différente.
Et puis il y avait une contrainte de temps, il y avait une contrainte de disponibilité. Il était en déplacement à ce moment-là, donc il y avait plein de questions sur la logistique. Est-ce qu'il aurait une bonne connexion Internet? On devait filmer l'interview, ça n'a pas été possible parce qu'au moment où il se connecte, je me retrouve sur la caméra avec 3 pixels à la place de la mic cord. Donc voilà, on devait avoir 1 heure, puis finalement c'était 35 minutes. Donc voilà, il y a eu beaucoup de stress en amont. Et pendant l'échange. Je te cache pas que je pense que c'est l'épisode, je serais bien incapable de te résumer ce qu'on s'est dit, parce que j'étais en mode réflexion et mémorisation instantanée. C'est-à-dire que j'écoutais ce qu'il me disait, je posais mes questions, mais j'oubliais. T'as osé le réécouter? Je ne l'ai pas réécouté, non. Je réécoute. T'oses pas? Je. C'est une excellente question. Je réécoute jamais mes épisodes, en fait. Si ce n'est dans le montage, tu vois, des bribes par-ci par-là pour couper ce qu'il faut couper, etc. Mais c'est très rare que je réécoute mes épisodes. C'est une bonne question. Non, c'est pas volontaire. Je me suis pas dit habituellement je le fais, là je vais pas le faire. Mais ouais, en tout cas en termes de stress, c'était le max du max là. Où est-ce que tu vois les frapper dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a encore 6 mois, je t'aurais dit finalement que ça reste un hobby, idéalement qui continue à avoir un impact. Et donc, tu as bien compris, peut-être que j'ai encore cette tendance malgré tout à associer impact à volume, donc un podcast qui soit de plus en plus écouté. Aujourd'hui, ma vision elle a un petit peu changé. Donc, après avoir travaillé pendant 8 ans chez Apple, j'ai démissionné pour créer une société avec un copain. Donc on était associés. On a développé un logiciel RH pendant 2 ans à peu près. Ça a bien fonctionné au début, puis pour différentes raisons, moins bien par la suite. Et donc, on a pris la décision en avril là, 2023 de l'arrêter. Et donc, il y a une petite période de flottement. Et en fait, au début d'été 2023, les frappés, en tout cas à son petit niveau, a passé un cap en termes d'écoute, de classement, etc. Des entreprises qui m'ont contacté pour qu'on travaille ensemble. Et donc là, je me suis dit, en fait, c'est peut-être, il n'y a pas de hasard. Si l'aventure entrepreneuriale avec mon associé s'est arrêtée là et ce qui se passe avec le podcast au même moment, je vais le tenter. Je vais tenter d'en faire quelque chose de viable, de le professionnaliser autant que je peux. Et donc, ma vision pour les frappés dans 2 ans, c'est que les frappés, le podcast ait pris de l'ampleur, donc que ce soit en termes d'écoute, de qualité des interviews. Donc là, il va falloir. Là, il y a du taf, hein, parce que qualité des interviews, ça dépend de moi. Donc, il va falloir que je monte en compétences, mais aussi que ça se décline. Pourquoi pas un livre qui fasse la synthèse, tu vois, des épisodes les plus marquants du podcast. Enfin, ils le sont tous, mais en tout cas, une sélection de certains. Une newsletter, bref, que finalement, j'aime bien cette image, tu vois, d'elle qui se déploie. C'est-à-dire qu'on part d'un podcast qui j'espère, continuera de se développer, mais qu'il y aura d'autres choses à côté. Et l'objectif, en fait, c'est de proposer du contenu, plus seulement audio, qui soit déclencheur de changement chez celles et ceux qui le consomment, en gros. You've got a plan. C'est le plan. On va voir ce que ça donne. Fortitude, d'ailleurs, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que ça prendrait, ça prendrait de l'ampleur? Ça deviendrait ton activité principale, ou l'amour des plaidoiries fera que ça restera un hobby? Alors, je vais être très honnête dans ma réponse. Je ne vois pas Fortitude devenir mon activité principale. Ok. Pour plein de raisons. Mais j'aimerais dans un monde idéal, mais en fait, j'aimerais pas totalement. Pourquoi? Parce que je suis vraiment l'archétype du gars qui aime faire plein de choses différentes. Et donc, voilà, j'ai bientôt 44 ans. Et aujourd'hui, j'ai compris cet aspect de ma personnalité. J'aime bien être multitâche.
Alors c'est vrai que mon maître à penser, qui est Sénèque, disait, «Quand on est partout, on est nulle part». Mais je pense que là-dessus, il disait une connerie. Hem, enfin non, il disait pas une connerie, mais il le disait dans une certaine mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon équilibre, heu, résulte de la multiplicité de mes activités et de mes centres d'intérêt. Et donc, le schéma dans lequel je ne ferai plus que fortitude, même s'il pourrait y avoir plein d'aspects hyper excitants et intéressants de vivre comme ça, à terme, je pense ne m'épanouirait pas. Mmh. Et notamment parce que j'ai une personnalité assez combative, j'aime beaucoup le combat. euh, J'aime d'une certaine manière, en tout cas, je suis à l'aise dans le conflit. Et ce qui explique, le choix de mon métier, ce qui explique aussi le choix des sports que je pratique depuis toujours. Hem Et fortitude, c'est pas ça. Alors certes, fortitude, c'est l'adversité. Il y a un engagement, il y a une opposition, que ce soit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et cetera. Mais je suis bien évidemment pas en conflit avec mes invités, je suis pas en opposition avec eux, je suis pas en opposition avec mon audience, et cetera. Et donc, je pense qu'il y a une partie de moi qui serait, voilà, qui serait pas satisfaite. Donc je ne me vois pas comme ça. Pour autant, je vais pas faire l'hypocrite qui va dire ouais non mais t'inquiète c'est un hobby, moi fortitude dans 2 ans je m'en fous, c'est pas les écoutes qui comptent. Bien sûr que ça compte. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, t'as envie que ça fonctionne, t'as envie qu'il y ait du succès, t'as envie qu'on parle de toi, t'as envie que le plus grand nombre t'écoute. On va pas se raconter n'importe quoi. Donc c'est vrai que j'aimerais, d'ici 2 ans, être un peu installé. Mmh. C'est-à-dire, que Fortitude soit une référence. C'est plus une histoire de, de valeur du contenu, finalement, que de forcément de volume d'audience et autres, même si c'est pas bien évidemment décorrélé, mais que ça soit une référence. Et que, voilà, tu vois, un jour, dans la presse, il y a un article qui parle de résilience, qui parle de combat personnel et qui disent, bah, du coup, sur cette thématique, n'hésitez pas à écouter Fortitude. Voilà, mon objectif, il est là. J'aimerais que Fortitude, ce soit un- un point d'ancrage, un point de référence pour des gens voilà, qui mènent des combats et qui ont besoin de se reposer sur des partages d'expériences, de valeurs. Euh, ouais, voilà. Voilà où je voudrais que Fortitude arrive d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ce serait quoi les étapes intermédiaires que tu vois pour en arriver là? Un bel article dans le Figaro. Non, mais je parle du Figaro parce que non, mais c'est pas parce que je fais pas de la pub pour le Figaro, mais c'est vrai que moi je l'ai vu avec mon deuxième bouquin. Bah, quand la presse parle de ce que tu fais, ça change tout. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication autour de Fortitude, elle n'existe que par mon canal. Et donc, je suis assez convaincu que ça passe par effectivement le fait qu'il y en ait d'autres qui parlent de toi. Maintenant, c'est devenu un challenge extrêmement difficile à relever. Pourquoi? Bah, parce que quand tu animes un podcast, tu es le concurrent de tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, le Figaro, je reste sur le Figaro parce que je donnais cet exemple, mais même si c'est un journal, ils animent des podcasts. C'est un journal, ils ont besoin que les gens aillent consulter et lire le journal, qu'ils lisent leurs vidéos. Or, s'ils parlent d'un autre podcast, bah, ils se tirent un peu une balle dans le pied. Mmh. Et la réalité, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'il y a une telle guerre qui est menée pour aller capter l'attention des uns et des autres que c'est pas simple de percer en termes de promotion et de communication sur ce qu'on fait. Enfin, je sais pas comment toi tu vois les choses, mais alors après, j'ai pas mis les moyens. Tu vois, j'ai pas embauché un attaché de presse pour essayer d'avoir de la pub sur Fortitude ou de la presse sur Fortitude. Je l'ai pas fait ça. Je suis pas sûr que j'ai envie de le faire. Mais pour moi, à mon petit niveau, je pense que c'est indispensable pour percer.
Hmm. Ou alors tu fais du contenu complètement inédit. Tu fais des épisodes de podcast tout en boxant avec tes invités. Comme ça, tu allies le côté combatif avec le sujet de Fortitude. Ouais, il y a peut-être des trucs nouveaux à faire, hein. Yes. Excellent. Bah écoute Nicolas, c'était super comme échange. Je sais pas si toi tu avais encore des points sur lesquels tu voulais qu'on échange. Écoute, bien sûr qu'il y en a plein, mais je pense qu'on peut s'en garder un peu sous le coude Yes. pour l'épisode crossover qu'on se fera dans 2 ans, pour se dire: «Alors Loïc, tu te souviens de ce que tu me disais il y a 2 ans sur, où les frappés devaient, atterrir?» Non, je pense que c'est pas mal de se donner rendez-vous, Parfait. et de se garder un peu des trucs sous le coude pour en parler et je crois beaucoup à ça, d'ailleurs, sur un plan personnel, par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer, quels qu'ils soient, c'est d'avoir quelqu'un à qui on rencontre et avec qui on prend rendez-vous, tu vois, pour dire, bah, t'en es où? Tu l'as fait, t'as livré, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, moi, je te donne rendez-vous dans 2 ans Allons-y. et on fera le point. On fait ça. En tout cas, La date merci est notée. effectivement pour tout ce que tu as partagé. C'était chouette. J'espère que les auditeurs ont apprécié. C'est vrai qu'il y avait des aspects un peu techniques de podcasteurs, mais je pense que c'est aussi toujours intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir un peu comment ça se passe derrière, en backstage, et puis ce qui anime. Ouais. Et je pense que tu devrais aller plus loin dans la démarche, Loïc. Je t'ai gardé mon petit piège pour la fin. Je pense que tu devrais aller plus loin et que tu devrais faire un interview inversé. Comme tu as fait. Ouais, tu sais, Ouais. moi, c'est Manuel Aliwa que tu as reçu aussi, qu'on a reçu tous les deux, docteur en psychotraumatologie, que j'avais reçu, qui avait eu cette idée et cette impulsion. Et d'ailleurs, c'est elle qui s'est livrée à l'exercice. Et on a fait un interview inversé, dont j'avoue que j'ai été très surpris parce qu'il a bien marché, alors que je considérais que les gens, qu'est-ce que tu veux, qui s'intéressent à ma vie, etc. Et je pense que tu devrais y réfléchir. Et si jamais Emmanuel n'est pas disponible ou tu ne sais pas qui pourrait se livrer à l'exercice, je serais ravi de te passer sur le grill pour que tes auditeurs voilà, en connaissent encore davantage sur toi. Voilà, tu devrais y réfléchir, Loïc. Eh ben, écoute, j'y réfléchis, message entendu. Merci, merci pour la proposition, Nicolas. Mais ouais, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir cet échange. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Je suis très content qu'on se soit organisé pour que ça ait lieu. Il y a plein de choses très intéressantes et je partage ce que tu dis, peut-être pour terminer sur cette notion de rendre compte, ou en tout cas, moi je le vois vraiment un peu comme une émulation, tu vois. On joue un peu sur le même terrain, il y a finalement plein d'aspects, plein de similitudes entre les frappés et Fortitude, dans ce qui nous motive, dans les invités, dans ce qu'on va chercher, avec chacun quand même sa petite spécificité. Et en fait, je trouve que cette émulation, elle est méga saine, elle est hyper positive. Donc c'était top qu'on puisse creuser un peu le sujet sur ce crossover. Et puis, écoute, sans rire, rendez-vous pris. Oui. Je t'envoie l'invitation. Super. On fait ça. Merci Nico. Merci Loïc.